donc je vais vous parler de l'algorithme diagnostique dans l'amylose cardiaque. Voici mes conflits d'intérêts. Donc tout d'abord, les cardiomyopathies amyloïdes sont les cardiomyopathies les plus sévères puisque, en l'absence de traitement, on a 75% de décès à 4 ans. Heureusement, si on prend en charge rapidement, on fait le diagnostic rapidement, on peut améliorer le pronostic du patient en mettant en place rapidement un traitement cardiologique adapté et un traitement spécifique également. Donc il y a 27 sortes de protéines amyloïdes différentes qui déterminent une classification en fonction de ça. Et deux types principalement sont impliqués dans 95% des cas dans les atteintes cardiaques, mais il peut y avoir d'autres types que les amyloses AL, à chaîne légère, ou les amyloses à transthyrétine. C'est quand même les plus fréquentes auxquelles il faut penser en première intention. Donc l'amylose AL, c'est celle qu'il faut diagnostiquer rapidement. C'est pour ça qu'il faut faire le dosage des chaînes légères couplé à l'électrophorèse des protéines dès qu'on suspecte à l'échographie et sur l'élément clinique et ECG une amylose cardiaque. Ça touche en moyenne des patients de 65 ans, donc c'est quand même un panel assez large. C'est des patients jeunes, mais ça peut être des patients un peu moins jeunes. Alors que dans l'amylose à transthyrétine, on a plutôt des patients souvent plus âgés, sauf dans certaines formes génétiques qui peuvent donner des formes déjà dès l'âge de 30 ans, surtout les formes génétiques à prédominance neurologique, puisque les formes avec atteinte cardiaque apparaissent plus tard dans la vie, qu'elles soient sauvages ou génétiques. En effet, il y a différentes étiologies possibles. La forme la plus commune, c'est les formes sauvages qui sont liées à l'âge, qui touchent principalement les hommes, c'est à peu près 90% des patients. Mais dans 10 à 15% des cas, on peut avoir des formes génétiques familiales avec une transmission qui est autosomique dominante et qui va concerner également la famille, avec une nécessité du suivi de la famille si c'est génétique, et puis également une prise en charge thérapeutique qui peut être différente. Donc c'est important de faire le test génétique chez tous les patients, et ce, quel que soit l'âge, même à 90 ans, 95 ans, ça va avoir un impact potentiellement pour la famille. On a moins de formes génétiques quand on arrive à 90 ans, certes, mais il peut y en avoir, et c'est important pour les apparenter. Les signes cliniques qui vont alerter, c'est un patient qui va présenter des signes d'insuffisance cardiaque, de dyspnée avec une fraction d'éjection généralement préservée, une certaine fatigue. On peut avoir des signes désautonomiques avec de la diarrhée et des hypotensions orthostatiques, y compris dans les formes sauvages. La neuropathie sensitive au motrice et la surdité sont assez fréquentes. Il faut les rechercher, y compris chez les patients âgés et qui ont des formes non génétiques, puisque 30% des patients qui ont des formes TTR sauvages ont une neuropathie sensitive au motrice. Et quand vous cherchez bien, ils ont aussi des histoires de rupture tendineuse, de dysfonction gastro-intestinale, de constipation, diarrhée, nausées, qui sont liées à cette amylose. Une atteinte oculaire également est possible. Donc l'atteinte cardiaque est au premier plan chez ces patients, mais c'est une maladie qui touche tous les organes. Les signes ECG vont être variables selon le type de manifestation. On a classiquement dans les amyloses AL un microvoltage dans 50% des cas, mais on peut le retrouver aussi dans les amyloses à transthyrétine avec une prévalence plus faible. Les amyloses à transthyrétine sauvages ont plus volontiers de la fibrillation auriculaire que les autres et des troubles de conduction atrioventriculaire, alors que les formes génétiques à transthyrétine vont avoir plus facilement des troubles de la conduction intraventriculaire, mais bien sûr, tous les types d'amylose peuvent avoir ce type d'anomalie, et ces troubles-là, devant une cardiopathie hypertrophique, devant une HEG inexpliquée, doivent faire rechercher particulièrement une amylose. Voici un exemple de microvoltage, je passe rapidement chez un patient avec une amylose AL. Ici un exemple d'HVG électrique, au contraire, chez un patient avec une amylose à transthyrétine mutée et des ondes Q de pseudonécrose qui sont assez fréquemment associées également. Ici, des troubles de conduction et la tachycardie supraventriculaire, de la fibrillation auriculaire qui est fréquente, des blocs de branches qui sont aussi une source de réflexion par rapport à l'indication de pacemaker. En échocardiographie, on a classiquement une infiltration diffuse des ventricules, mais également des oreillettes, du septum interoculaire, des valves, et on doit y penser, quel que soit le degré d'hypertrophie, surtout quand on a un épanchement péricardique associé et une hypertrophie du ventricule droit, plus ou moins une dysfonction systolique de ce ventricule droit. La fraction d'éjection est relativement préservée au début, mais le strain longitudinal va être altéré, prédominant au niveau des bases, avec cet aspect typique en cocarde qui va s'aggraver progressivement.
La dysfonction diastolique est très fréquente avec une élévation de pression de remplissage qui est présente chez la plupart des patients, surtout quand on a un retard de diagnostic avec une hypertension artérielle pulmonaire. Mais il faut se méfier parce que parfois, cette hypertrophie, elle n'est pas forcément très importante. Vous voyez, ce patient, il a 12 mm de paroi, 10 mm sur la paroi septale et 12 mm au niveau de la paroi latérale, et là, l'épanchement péricardique. Et c'est une amylose avec un strain qui peut être relativement très altéré, même avec une fraction d'éjection qui paraît complètement normale. Donc il y a vraiment un intérêt du strain à être réalisé devant tout HVG, surtout si elle est inexpliquée, et donc pour orienter vers la pathologie. Et cet aspect en cocarde peut se voir aussi dans les CMH sarcomériques diffuses, dans les maladies de Fabry évoluées, mais devant cet aspect, il faut rechercher en urgence une amylose. D'autant plus si vous avez les fameux drapeaux rouges, le fait que le patient ait plus de 65 ans à la découverte de l'HVG, une sténose aortique associée, un syndrome du canal carpien, des ruptures tendineuses, une neuropathie périphérique, des troubles de conduction, de l'AFA au niveau de l'électrocardiogramme et surtout ce strain associé avec l'aspect en cocarde. Donc quand on arrive à l'algorithme purement, avec devant cette présomption clinique, électrique et échocardiographique, la première chose à faire, c'est d'éliminer l'amylose AL. C'est vraiment la première chose que le cardiologue qui suspecte l'amylose doit réaliser, faire au patient une électrophorèse des protéines et un dosage des chaînes légères, si possible sanguines et urinaires, mais au moins les chaînes légères en systématique sans retard, parce que ça va déterminer l'orientation thérapeutique. Éventuellement, aller à des biopsies rapidement pour si on s'oriente vers une amylose à chaîne légère ou si on a un doute par rapport à ce diagnostic. Donc si en parallèle on demande la scintigraphie osseuse, on va aussi avoir l'information si le stade de Perugini est supérieur à 2, et dans ce cas-là on s'oriente vers une amylose à transthyrétine si le bilan hématologique est négatif, bien sûr. S'il y a un doute sur le bilan hémato, les biopsies vont être indispensables, mais sinon on peut considérer que c'est une amylose à transthyrétine avec une très bonne spécificité. Et dans ce cas-là, faire des tests génétiques de manière systématique, encore une fois, pour déterminer un variant pathogène. Alors, quelle est la place de l'IRM cardiaque ? Je dirais, vous pouvez la demander, mais il faut faire en priorité l'électrophorèse et la scintigraphie. Elle va donner des informations, mais vous voyez, elle peut être prise en défaut. Par exemple, sur le plan morphologique, vous voyez que dans 3% des amyloses, on n'a aucune hypertrophie. Dans 18% des cas, on va avoir l'aspect typique concentrique diffus, mais on peut avoir aussi un aspect asymétrique dans 55% des cas. Il y a un intérêt forcément de coupler à des rehaussements tardifs qui vont orienter vers l'étiologie et l'hypothèse de l'amylose. Et vous voyez que sur des amyloses AL suspectées, on avait des rehaussements tardifs qui étaient seulement positifs chez 70 à 80% des patients. Et même sur des amyloses AL prouvées à la biopsie, on avait des IRM qui étaient normales chez 3 à 7% des patients. Donc une IRM normale n'élimine pas le diagnostic d'amylose. C'est intéressant de le faire en parallèle, surtout pour coupler au T1 mapping qui va être un petit peu plus sensible que les rehaussements tardifs avec une valeur de T1 augmentée. Et on va surtout calculer le volume extracellulaire qui va nous apporter des éléments supplémentaires. Il semblerait en tout cas que le T1 mapping est plus sensible que les rehaussements tardifs pour détecter l'amylose, donc il faut vraiment faire les deux. Et puis surtout, il va nous permettre d'avoir une valeur pronostique. Dans les amyloses AL, le seuil de plus de 45% de volume extracellulaire est un critère péjoratif. Et dans les amyloses à transthyrétine, ce seuil est un peu plus haut, à 59%. Donc voici l'algorithme. Donc on a une présomption clinique sur les signes, les symptômes sur l'ECG, sur l'écho. L'IRM, on peut la demander, mais il faut surtout lancer le bilan hématologique, la scintigraphie. Et après, on est face à différents cas de figure. Soit le bilan hématologique est négatif, c'est ce que vous avez à gauche. La scintigraphie est également négative, et dans ce cas-là, le diagnostic d'amylose AL ou TTR est moins certain. S'il y a une suspicion qui persiste, parce que vous y croyez, il faut bien sûr rechercher d'autres pathologies, comme la maladie de Fabry et d'autres pathologies infiltratives, mais il faut aller pousser plus loin les investigations. Il peut y avoir aussi des faux négatifs dans les scintigraphies, chez les TTR sauvages, très rarement, et sur les TTR génétiques, notamment dans les formes portugaises, il y a certaines mutations qui vont ne pas fixer, même sur des formes déjà bien évoluées.
Alors, la scintigraphie grade 1, en présence de tests hématologiques négatifs, il faut faire des biopsies et surtout l'IRM pour compléter l'évaluation du diagnostic parce qu'on ne peut pas mettre en place ce traitement par tafamidis avec un stade 1. Sur un grade 2 ou 3, là, dans les meilleurs des cas, on a un bilan hémato négatif, un grade 2 ou 3 de pérugynie, et là, on va mettre en place le traitement spécifique et les tests génétiques. Après, on a les cas plus ardus où on a un bilan hématologique qui est douteux ou positif. Là, il va falloir référer rapidement les patients à un hémato, à un interniste qui va pouvoir faire des biopsies pour éliminer en priorité l'amylose AL et éventuellement faire donc un comparatif entre les résultats de l'IRM et le bilan hémato. Donc bien sûr, tout ça, ça va nous amener à adapter le traitement cardiologique, à éviter si possible les bêta-bloquants. En fonction de l'absence d'hypertension, on va enlever également les IEC et les inhibiteurs calciques. On s'adapte forcément s'il y a une hypertension, on ne va pas tout enlever d'un coup, sinon le patient va se retrouver en difficulté. Mais on va s'appuyer plus sur des diurétiques, sur l'anticoagulation dès qu'on a le moindre épisode de FA paroxystique, sur l'amiodarone en cas d'arythmie. Et on va surtout discuter au cas par cas une indication de pacemaker devant des troubles de conduction, surtout s'ils sont évolutifs, surtout si le patient se plaint d'hypothymie. Il faut renforcer les évaluations et parfois aller à l'exploration électrophysiologique. Et on discute les patients de manière pluridisciplinaire. Bien sûr, on va mettre en place des traitements spécifiques. Erwan vous en a parlé mercredi. On a les médicaments qui touchent l'ARN, comme le patisiran, les oligonucléotides antisens, qui agissent sur la production hépatique de tafamidis, de transthyrétine, excusez-moi, et le tafamidis qui va agir comme stabilisateur du tétramère. Et donc, on a d'autres traitements, mais celui qui est utilisé en pratique, c'est le tafamidis actuellement, qui a montré un bénéfice sur la survie et sur le ressenti fonctionnel au bout de 6 mois, qui doit être prescrit initialement par un cardiologue hospitalier spécialisé de manière à être sûr d'avoir écarté une amylose AL, et ensuite le renouvellement est possible en ville et suivi par un cardiologue de ville avec une délivrance en officine de ville, et le traitement à 6 mois peut être renouvelé par le médecin généraliste. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut prendre en charge les patients précocement, y penser le plus tôt possible dans son parcours, dès qu'il présente de l'AFA, dès qu'il présente des troubles de conduction, dès qu'il a défini une insuffisance cardiaque, y penser, penser aux red flags, éliminer en priorité l'amylose AL, comme je vous ai dit. La biopsie et l'IRM, ce n'est pas forcément systématique. L'IRM, je pense que c'est surtout intéressant à viser d'examen de référence chez des patients qui ont moins de 80 ans pour avoir une information pronostique et être sûr de ne pas avoir de passer à côté d'un autre diagnostic. Et puis, donc, le traitement doit être adapté et les analyses génétiques réalisées. Je vous remercie de votre attention.